C'est bon, entre Rodrigo et Camille, on peut jamais lancer cette émission. Heureusement qu'il y a Angie qui est moi, je dis rien. calme de tous, quoi, en fait, quoi. Est-ce que je peux lancer Silicon Carnet? Oui. Pourquoi vous avez tous un esquimau devant la tête? Ah quoi merde, et voilà. C'est parti. J'ai rien compris. Hola, hola amigos, et bienvenue dans Silicon Carnet, le podcast tech picante en direct de San Francisco. Mon nom est Carlos Diaz, entrepreneur, investisseur et podcasteur. Et je vous donne rendez-vous chaque semaine pour discuter avec mes potes des actualités de la Silicon Valley. Cette semaine dans Silicon Carnet, je vous demande d'accueillir Don Rodrigo Sepulveda, qui est avec nous cette semaine. Il nous retourne. On a fait une super émission, hein. Ça a très très bien marché, Rodrigo, cette émission qu'on a faite avec Flavie. Je vous invite vraiment à aller la regarder. Et puis on a Angie Ismail en direct de Miami. Et puis, bien évidemment, Camille Lambert, qui est la star en ce moment. Elle est sur tous les plateaux de radio, de télévision. Elle va même faire un Twitch avec France Info. Donc c'est la consécration, Camille, là. Qu'est-ce qui se passe? T'es devenue une star? C'est grâce à Silicon Carnet, tu le sais, ça, hein. Bien sûr, et au Bitcoin aussi, hein, faut avouer, ils m'aident pas mal. Ben justement, du Bitcoin, on va en parler. Cette semaine, dans Silicon Carnet, on va parler du procès que intente Elon Musk à OpenAI. C'est passionnant. On va aussi parler... de quoi est-ce qu'on parle? C'est quoi le deuxième sujet? J'ai oublié, les gars. Ah oui, on va parler du ban de TikTok aux États-Unis qui s'annonce. Ça va se passer cette semaine. Et effectivement, fin d'émission, on va parler du Bitcoin. C'est pas un conseil d'investissement, on est d'accord, hein, Camille, mais on va expliquer un petit peu ce qui se passe sur le Bitcoin en ce moment et pourquoi est-ce que le Bitcoin est en train d'exploser, parce que effectivement le chiffre, on a dépassé la barre des 70 000 $. Bon, on est redescendu, mais on a à un moment passé la barre des 70 000 $. Donc on a atteint le plus haut du Bitcoin et on va vous expliquer, en tout cas on va vous donner notre analyse sur le Bitcoin avec notre experte Camille Lambert, qui connaît parfaitement le monde des cryptos. Go yourself. Alors on commence avec ce procès d'Elon Musk face à OpenAI. Elon Musk poursuit OpenAI et surtout Sam Altman et toute la clique de Sam Altman pour violation des statuts de la société. En effet, Musk considère que Sam Altman a privilégié les profits et les intérêts commerciaux au détriment de la mission originelle d'OpenAI qui consistait à favoriser les intérêts de l'humanité. Là, lui, ce qu'il pense, c'est qu'il a favorisé ses propres intérêts. En gros, Elon reproche à OpenAI son partenariat avec Microsoft et surtout d'avoir abandonné le modèle open source initial. On rappelle que Elon Musk a créé OpenAI avec Sam Altman en 2015. Et il a investi plus de 50 millions de $ à titre perso dans OpenAI, que lui considère être devenu closed AI. Je sais pas si vous avez vu les mimes qui sont partagés sur Internet. C'est hilarant. Il y en a tout un tas. Je vous en montre quelques-uns, mais c'est assez drôle. Je vais faire un petit rapide tour de table avec vous. Ce procès de Elon Musk contre OpenAI, vous en pensez quoi? Don Rodrigo? Il n'a pas autre chose à foutre, Elon Musk, entre toutes les boîtes qu'il gère, que foutre des procès à OpenAI. Enfin, quand tu le vois tweeter qui dit si tu renommes la boîte Closed AI, j'arrête le procès. Ça te donne déjà. Oui, alors il a dit ça, effectivement. Mais ça c'est drôle, ça c'est de la provoque de Elon Musk. Mais bien sûr, mais c'est pas sérieux. Mais c'est pas sérieux. Franchement, il ferait mieux de s'occuper de gérer ces différentes boîtes. Il y a un commentaire intéressant que j'ai vu passer aux États-Unis qui se dit c'est le gamin dépité qui a décidé de quitter l'équipe de foot parce que l'équipe lui plaisait pas. Et l'équipe est allée en première division. Non, parce que l'entraîneur ne le fait pas jouer. Mais tu vois, Elon, il est champion du monde parce qu'il contrôle tout l'espace. Il est champion du monde parce qu'il contrôle les ballons électriques. Et c'est le loser de la cour de récré pour l'IA. Donc voilà, il pète un câble. Il se dit, mais moi aussi, je veux être champion du monde en IA. Il ne l'est pas. D'accord. Bon, ok, on va en parler. J'ai pas ce point de vue-là, mais Camille, ton avis? Bon, alors, sur la petite blague, moi, je pense qu'il a pris un forfait avocat pour 2024 et que du coup, il essaye de rentabiliser, voilà. Ah ben ça, il a un tas de procès au cul, ça c'est clair.
Mais dans la réalité, je pense que, à mon avis, vu le dernier procès qu'il a perdu sur sa rémunération chez Tesla, ses avocats ont dû lui dire qu'il y avait le montage actuel d'OpenAI allait lui coûter très très cher. Et comme il était dans les premiers actionnaires, qu'il était au board jusqu'en décembre, je pense qu'il a peur d'être qualifié. Et donc peut-être que là, non seulement il est peut-être en train de protéger tout simplement le reste justement de son empire, parce que ça peut, à mon avis, faire très très mal vu la taille de la boîte. On pourra en parler après, mais je pense Tu pour parles une des fois incidences fiscales, du montage de OpenAI, on va en parler. Hein. Ça peut effectivement lui tomber sur la gueule. Ouais. Donc peut-être que c'est préventif. Angie, de ton côté? Ouais, je voyais pas l'aspect financier, en tout cas fiscal. Super intéressant. J'ai hâte d'entendre ton point, Camille, sur ça. Mais je suis plus dans la team Rodrigo sur l'ego, quoi. Il a raté complètement la bataille. Il revient en se disant il faut que j'aille faire chier Sam Altman. Ils sont ennemis de toujours, pas de toujours, parce que Sam est quelqu'un de très jeune, mais je pense qu'il y a beaucoup d'ego et on va rentrer dans le détail parce qu'il y a des mails assez intéressants où en fait qui contredisent complètement la position actuelle de Elon. En fait. Mais ça fait un petit bout de temps qu'effectivement le torchon brûle entre Sam Altman et Elon Musk et j'avais envie de faire un petit retour historique sur. Je suis pas certain que les gens connaissent l'histoire entre ces deux personnages, entre Sam Altman et Elon Musk. En fait, ils se sont rencontrés en 2015 lors d'une visite de Sam Altman chez SpaceX. À cette époque-là, Sam Altman, il n'était pas très très connu dans la Silicon Valley. Enfin, on le connaissait, mais c'était pas non plus le Sam Altman que vous connaissez aujourd'hui. Et ils sont restés en contact et ils ont pas mal échangé ensemble notamment sur le sujet de l'AGI, de cette intelligence artificielle générale. Et ils avaient un point de vue ensemble à cette époque en 2015 où ils considéraient qu'il y avait un véritable danger si cette AGI, si cette intelligence artificielle générale tombait entre les mains d'une seule société. Et en l'occurrence, quand on se remet à l'époque en 2015, la société en question, c'était Google. Donc vraiment, c'était ça leur sujet. Et Sam Altman décide de créer OpenAI fin 2015. Je crois que de mémoire, c'était le 11 décembre 2015. Et il demande à Elon de faire partie de l'aventure. Et Elon dit oui. Il dit oui, sur la base de ces conversations qu'on a eues et sur ce danger de voir Google dominer le sujet de l'intelligence artificielle. Et il va investir 40 millions upfront de son argent dans l'aventure de OpenAI. Il a depuis investi plus de 50 millions. Et comme à son habitude, il va mettre énormément de pression sur l'équipe d'OpenAI en leur disant, en leur reprochant qu'ils vont pas assez vite, etc., etc. Et en 2018, t'as OpenAI qui lance le concept de Generative AI, c'est là qu'ils sortent notamment DALL-E. Et je pense qu'à ce moment-là, Sam Altman, déjà le torchon commençait à brûler. Il a vécu ce que c'est que de travailler avec Elon Musk. Et moi, j'ai des potes qui bossent avec Elon Musk et qui me disent t'as intérêt à être bien accroché parce que le mec t'appelle à 3h du matin, il te demande à 5h pourquoi c'est pas encore fait, quoi, en fait. Hein, c'est grosso modo, c'est à peu près ça. Et que là, Sam Altman a compris que ça allait coûter beaucoup d'argent. Et que peut-être qu'il avait pas envie de demander cet argent-là à Elon Musk. Et puis, en 2019, il passe le modèle non-profit à un modèle for profit, certainement parce qu'il y a un appât du gain, parce qu'ils ont compris qu'ils étaient vraiment sur un truc hyper puissant, et puis aussi parce qu'ils avaient besoin d'embarquer des investisseurs dans l'aventure et puis des nouveaux partenaires. Et là, Musk a commencé à se montrer un petit peu sceptique par rapport à ça, et c'est là qu'ils ont commencé à se bagarrer. Et puis on connaît la suite. En 2021, il y a DALL-E qui sort. 2022, il y a DALL-E 2, ChatGPT. Et puis t'as Microsoft en 2023 qui finalement prend la place de Musk. Hein. C'est ce qui s'est passé. En 2023, t'as Microsoft qui arrive et qui investit plusieurs milliards de dollars. Donc, je trouve cette histoire, elle est assez intéressante parce que quand on regarde, c'est une longue histoire depuis 2015, cette relation. C'est pas un truc nouveau. Elon Musk était vraiment au départ de ce projet un cofondateur externe, certes. Et je comprends qu'il se sente un peu dépossédé du truc. Hein. Il avait demandé, en mettant son argent, à être actionnaire majoritaire, membre du board et CEO. Cela lui avait été refusé. Mais parce que il a demandé à un moment d'être CEO parce qu'il considérait que la boîte allait pas assez vite. En même temps, Sam Altman, il était complètement Musk, c'était son idole. Donc c'est génial de faire rentrer un mec comme Musk dans ta boîte. Mais en même temps, tu fais rentrer Musk, tu sais qui tu fais rentrer, quoi. C'est pas le genre de mec qui va rester sur le banc, quoi, qui va regarder les trains passer. Donc je pense que Sam Altman, c'était génial de faire rentrer Musk et je pense qu'il aurait jamais levé 40 millions de dollars en 2015 sans Musk. Et puis Elon Musk, il dit, moi j'ai investi cet argent-là
dans une boîte qui était une non-profit, un charity business. Donc aujourd'hui, il est actionnaire de ce charity, quoi, en fait. Et entre-temps, ils ont créé une for-profit dans lequel, visiblement, il n'est pas actionnaire. Parce que quand on regarde le montage, qui est quand même une usine à gaz, hein, le montage d'OpenAI, OpenAI, ils font pas que innover sur le plan technologique, hein, ils innovent aussi sur le plan de la structuration de leur boîte. Ça a été de la Silicon Valley, si tu te souviens. Ah non, non, mais là, WeWork non, avait le Community Adjusted EBITDA. Tu vois Mark Zuckerberg qui parle tout de Collecting People, c'est tout pour la communauté, mais il n'est pas virable à vie ni ses descendants. Oui, non, mais les boîtes de la Silicon Valley, elles ouvrent des C-Corp, point, terminé, quoi. Là, on n'a pas du tout le cas. Au départ, OpenAI, c'était OpenAI Inc., qui était une public charity, ok, dans laquelle d'ailleurs Elon Musk a investi. Et depuis, bah voilà, l'usine à gaz qui a été créée, quoi. En fait, on a une holding au milieu. Maintenant, ils viennent de créer OpenAI Global LLC, dans laquelle on comprend enfin quelle est la part de Microsoft. La semaine dernière, je disais que Microsoft n'avait pas de part dans OpenAI officiellement. En fait, si, ils ont 49%, ils appellent ça un minority owner, sans jamais donner le truc, mais on sait maintenant que Microsoft a 49% d'OpenAI Global LLC, qui est la for profit de OpenAI. Mais mettez-vous à la place de Musk. Le mec, il a investi au-dessus, là, sur la public charity. 40 patates. Et les autres, ils créent une for profit avec Microsoft qui a 49%, et lui, il a rien. Microsoft a mis 13 milliards alors que Musk a mis 50 millions. On s'en fout, Rodrigo. Moi, je suis un business angels, early stage. Peu importe. À l'époque, moi, quand je fais un chèque de 100 000 balles, il est meaningful. Si Engie, il me dit, par exemple, je fais un chèque de 100 000 balles dans la boîte de Engie, ce que j'ai fait d'ailleurs, et que au bout de 3, 4, 5 ans, quoi, en fait, Engie me dit non, mais t'as investi dans la charity. Entre temps, j'ai créé une autre structure et j'ai levé des fonds sur l'autre structure. Et en fait, là où toi t'as investi, bah, ça vaut rien. Ben, moi, je vais faire la gueule, hein, je peux te le dire. Pas joli, pas joli. Mais non, mais c'est ça ce qui est en train de se passer là, quoi, en fait. Je pense que vous oubliez un fait qui va peut-être ringuer certaines belles dans vos têtes. Devinez dans quel état est incorporé OpenAI? Je sais pas, c'est pas le Delaware? Si, l'état préféré de Musk. Là, Musk, pour le coup, il est en train d'utiliser un argument hyper intéressant. Il sait que l'état du Delaware, qui est l'ancien état de Monsieur Biden, l'aime beaucoup. Donc, en mettant la lumière sur OpenAI, bien sûr que tous ces procureurs qui l'aiment d'amour vont aller mettre le nez dans ce montage financier en espérant aller épingler Elon à un moment donné. Je pense qu'ils n'épingleront pas qu'Elon. Oh là là, ça veut dire qu'il se bait lui-même, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il dit, l'état du Delaware. Je suis là. Regardez un peu le montage de ma propre boîte, vu que vous aimez me taper dessus, qu'en fait, ça serait formidable, hein. Là, Camille, t'as un point. Non, c'est intéressant, hein. C'est intéressant, c'est possible, hein. Il aura la plus petite amende parce qu'il a 50 millions sur je sais pas combien de milliards. Donc au final, et en plus, pour n'avoir aucun profit, puisque lui, il a investi dans une charity. Donc là, il va vraiment pouvoir dire, regardez, allez, au Thalès de Delaware, regardez, moi, j'ai voulu permettre au monde d'avoir de l'IA. Je n'ai aucune rémunération, j'ai été complètement viré du projet. Regardez ces gens qui sont finalement encore pires que moi, vous trouvez que ma rémunération était folle. Regardez eux ce qu'ils sont en train de faire, de détourner les lois, de se mettre dans le Delaware fiscalement, de créer un montage. Alors, sur le plan fiscal, Camille a absolument raison. Il y a clairement quelque chose de louche. C'est-à-dire que la boîte s'est créée de manière à but non lucratif. Donc, il y a eu énormément, et ils ont eu droit à énormément d'avantages fiscaux. Et il y a eu ensuite la création de cette for profit, cette fameuse OpenAI Global LLC, dans lequel il y a eu un transfert d'IP, ok, entre la charity et la for profit. Et on ne sait pas comment c'est organisé, en fait, a été payé ce truc-là. Donc là, il y a vraiment anguille sous roche. Je reviens à ce que disait Camille au début. Je pense que Elon Musk, notamment compte tenu de ses précédents avec l'État du Delaware, c'est que l'État du Delaware va mettre son nez dans ce truc-là, parce qu'il y a clairement une malversation sur le plan fiscal due au montage, en fait, de OpenAI, et que peut-être qu'il l'anticipe, il devance ce contrôle fiscal en disant, non, mais moi, je leur fais procès, parce que même moi, je suis pas, venez pas me chercher moi, quoi, en fait, allez les chercher eux, quoi. Alors, je sais pas si vous avez vu un article récent dans le New York Times qui va chercher la fondation Musk, créée en 2001 entre Elon et Kimball, son frère, et quand on fait une fondation aux États-Unis, je reprends tes mots, Carlos, on a plein d'avantages fiscaux, mais on a une contrainte d'investir au moins 5% des actifs, ce que Musk n'a pas fait, donc il va se prendre un redressement fiscal, et ne pas avoir de bénéfices privés.
Et a priori, tous les sorties d'argent de cette fondation ne sont que pour des écoles liées aux salariés ou à ses propres enfants de Tesla, de The Boring Company, etc. Donc, double malversation côté Musk avec sa fondation. Ouais, moi je pense que on fait les commentateurs radio, podcast, etc. en oubliant la vraie nature de ces gens-là. C'est-à-dire là on parle, à mon avis, d'optimisation fiscale, financière, de montage, mais il faut oublier, à mon avis, pour avoir côtoyé des gens un peu du même acabit sans être ceci, c'est des gens qui ont surtout l'envie de dominer le monde et de rentrer dans l'histoire. D'accord, d'une façon très mégalo, ils veulent s'inscrire dans l'histoire, dans la conquête spatiale de Altman dans l'AGI. Et moi, je pense avant tout qu'il s'agit de qui est le roi de l'IA, qui est le roi de la Silicon Valley. Et c'est le meilleur pour le faire, parce que le Delaware, pour le coup, ils aiment bien se faire les rois. Donc, s'il fallait aller attaquer dans un État, c'est dans celui-là. Mais je pense que eux sont, enfin, tout ce qui va être accessoires de type on va optimiser, etc. D'ailleurs, on voit de l'amateurisme dans la structure d'OpenIA parce que je pense pas que ça soit dès le début, ils y aient pensé. Ils se sont dit ça va être tellement gros qu'on va financer comme ci, qu'on va faire comme ça. Et là, quand je dis le procès, il est pas aussi sophistiqué que ce qu'on est en train d'établir. C'est que Elon Musk, c'est de l'ego. Il se dit ils m'ont laissé sur le banc. Moi, je peux pas jouer le match. C'est impossible que je joue pas le match alors que moi je vais emmener l'humanité dans l'espace et sur Mars. Donc il faut que je sois dans le truc. Et voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a l'affrontement de deux. C'est un peu le Cristiano Ronaldo Messi de la Silicon Valley. On a le combat des deux. Et il voit en effet que Elon Musk voit dans Sam Altman un adversaire qui a dépassé le maître en fait. Qui a dépassé le maître. C'est pour ça. Dans l'histoire, on avait l'élève et le maître là. Et qui va gagner à votre avis là-dedans? Parce que le seul qui fait pas le malin, c'est Google, qui lui tranquillement, doucement reste. Oui, mais non, ils vont revenir. Tu rigoles, mais au départ, ils se sont associés pour empêcher Google de devenir le maître du monde. Google, ils se taisent bien et ils font leurs petites affaires dans leur, bien sûr, de leur côté. C'est quand même eux qui ont inventé le Transformer qui a révolutionné. Oui, non, on s'en fout de ça. Et Google, ils sont dead in the water. Ils sont en train de nager dans leur délire interne. C'est pas la thèse de Bill Ackman, hein. Bill Ackman, vous savez, c'est gestionnaire d'un hedge fund de Pershing Square de 4 milliards. Il a acheté énorme. Il a que 7 boîtes, dans lesquelles il a investi. Il a acheté quand Google a dévissé l'autre jour en se disant c'est tellement en dessous, il a mis plein d'argent sur Google et sa thèse est que Google a tellement plus d'informations pour entraîner des modèles, plus que tous les autres et donc ça va prendre beaucoup plus de valeur. Mais le problème de Google, il est pas sur la technologie, le problème de Google, il est sur sa gouvernance. Tant qu'ils ont pas viré Sundar, il ne se passera rien. D'ailleurs, je fais un pronostic, je vous dis que Sundar sera viré dans les 3 mois qui viennent, en fait, et qui va être remplacé. On verra. Mais ils vont faire comme Meta, hein. Il y a 18 mois, on disait que Zuckerberg et Facebook étaient morts, et ils ont fait 250% en bourse. N'oublie pas que la moitié des boîtes, ou je crois 60% des boîtes du S&P 500 sont des boîtes qui ont plus de 100 ans. À la fin, tu sais, les vieux mastodontes, c'est toujours eux qui renaissent de leur cendre. C'est comme des phénix. Oui, non, donc mais pour le coup, il y a aussi des gens qui disent que Google c'est le nouveau Kodak, en fait. Donc, on a aussi l'exemple de Kodak qui a laissé passer complètement la photo digitale et alors qu'ils l'avaient devant leurs yeux et qu'ils ont jamais voulu. Faisons un point dans 3 mois. Ils n'ont jamais rien fait et ils en sont pratiquement morts. Donc, on pourrait avoir le même effet sur l'intelligence artificielle parce que, comme tu dis, Camille, effectivement, Google avait les Transformers, ils avaient tout sur la table pour le faire et pour l'instant, il démontre pas grand-chose. Pour rebondir sur Angie, ce serait peut-être pas mal de faire un tout petit point sur Sam Altman. On le connaît pas bien, ce garçon. Il a moins de 40 ans. Il a fait une boîte dont personne ne se souvient qui s'appelait Looped avant de se retrouver propulsé à la tête de Y Combinator. Donc, il a surveillé tout le truc. Il a suivi, c'est un franglisme. Et il a été nommé après Paul Graham. Et quand il a lancé OpenAI, il a dit, je fais exactement l'inverse de tout ce que j'ai dit quand j'étais à Y Combinator. Au passage, Sam Altman a investi dans énormément de boîtes. Je sais pas si vous avez vu, mais sa plus-value sur Reddit, qui devrait avoir une IPO, c'est plus d'1 milliard. Donc, il a l'argent pour se battre contre Elon Musk. Il a investi dans des projets de fission nucléaire avec une vision à 2027, 2028. Donc, il a un petit peu le même profil qu'un Musk, moins d'argent aujourd'hui. Et c'est un mec, alors comme tu disais, tu connais des gens qui bossent avec Musk. Moi, je connais des gens qui ont bossé avec Altman.
il est pas blanc dans sa manière de faire les affaires. Les bidouilles type ABS, il est pas contre. Hein. Voilà, mais je crois que le commentaire d'Angie est très clair. C'est un problème d'ego et l'un et l'autre voient l'un et l'autre comme des adversaires maintenant. On se retrouve peut-être comme un Steve Jobs versus Bill Gates, un Musk versus Altman. Il y a un truc qui fait écho à ce que tu dis, c'est que effectivement Sam Altman a créé une autre structure qui est OpenAI Ventures, dans lequel il a levé beaucoup d'argent sur le nom d'OpenAI et bien évidemment sur son nom, et qui a pour mission d'investir dans tout l'écosystème de OpenAI. Et que quand on sait l'écosystème qui est en train de créer OpenAI, c'est assez marrant cette hypocrisie qu'a Sam Altman à dire mais moi j'ai pas d'action dans OpenAI. Mais en fait oui, mais il est ultra dominant sur tout l'écosystème et être dominant sur cet écosystème, il y a peut-être plus d'argent à se faire sur l'écosystème que sur la société elle-même. Mais quand on regarde le montage, encore une fois, on se rend compte que le montage est super compliqué. Il y a aussi un autre élément, un autre facteur qu'il faut prendre en compte, c'est que quand ils ont créé cette for profit, ils ont créé cette for profit aussi pour pouvoir donner des stock options à leurs employés. Et on le voit ici dans le montage, il y a une holding dans laquelle les employés et les investisseurs détiennent des parts dans cette holding qui elle-même détient des parts dans la for profit, la OpenAI Global LLC. On ne sait pas combien exactement est-ce qu'ils détiennent. Je pense que c'est aux alentours de 30%. Et il y a eu aussi du secondaire. On sait que quand les investisseurs sont rentrés, on pense qu'il y a eu à peu près 2 milliards de dollars de secondaire qui ont été reversés aux employés et à certains business angels du début. Moi, je me mets à la place d'Elon Musk. Quand je vois ça, quoi, en fait, je me dis, mais attends, mais ils sont en train de se foutre de ma gueule ou quoi. Mais bien évidemment que je fais un procès. Et ça, c'est évident. Et il y a un parallèle à faire qui est très intéressant là-dessus. Parce que c'est pas la première fois qu'on voit une société qui crée une fondation et une for-profit. Il y a l'exemple de Mozilla, qui est un très très bon exemple. Et Mozilla qui a été mis sous la loupe du fisc aux États-Unis plusieurs fois. Mais Mozilla, ils ont pas fait cette erreur-là. Ils ont bien séparé la foundation de la for-profit. D'ailleurs, il y a 2 boards distincts. Il y a un board pour la foundation, un board pour la for-profit. Les gens qui travaillent chez Mozilla n'ont pas de stock option, n'ont pas d'equity. Ils sont payés largement au-dessus du marché, mais ils n'ont pas d'equity. Pourquoi? Parce que il y a la volonté de l'intérêt pour l'humanité et donc, et ça fait écho à la conversation qu'on a eue la semaine dernière avec le professeur qui disait que attention quand on mélange equity, salaire et qu'on désaligne en fait les intérêts des uns et des autres. OpenAI fait tout à l'envers, hein, et moi je serais pas surpris que effectivement, comme le dit Camille, le fisc mette son nez là-dedans et que ça pète à la gueule d'OpenAI très très rapidement parce que les montants sont colossaux. Là, on parle de milliards et de milliards de dollars. Go yourself. Deuxième sujet, la Chambre des représentants s'apprête à bannir TikTok aux US. C'est les députés de la Chambre des représentants qui ont pour projet donc d'interdire TikTok aux États-Unis. Alors ça va très très vite. Hein. Moi, je suis assez surpris de la vitesse de ce truc-là. J'ai voulu en parler cette semaine parce que je m'attendais pas à ce que les choses aillent aussi vite, mais visiblement, la Chambre devrait voter cette semaine un décret. Et Joe Biden a dit qu'il serait prêt à signer ce décret. Et si ce décret est adopté, alors TikTok aura environ 5 mois pour se séparer de sa société mère chinoise ByteDance, faute de quoi, là c'est assez intelligent dans le montage, les App Store auront plus le droit de proposer l'application sur leur plateforme. Et alors les amendes sont pas piquées des verres parce que si les stores enfreignent la législation, ils se verraient infliger des amendes de $5,000 par utilisateur. Donc en gros, c'est si TikTok est banni aux US et que l'App Store de Apple ou de Google continue à proposer TikTok, en gros, ils devraient payer 850 millions de dollars parce que 850 milliards de dollars parce qu'on rappelle que TikTok aux États-Unis, c'est 170 millions d'utilisateurs. Vous êtes surpris, vous, par cette volonté de la Chambre des représentants de bannir TikTok aux US aussi rapidement? J'ai plein de commentaires à faire. C'est du protectionnisme pur et dur. Alors, dans le temps, on avait un truc qui s'appelait l'Organisation mondiale du commerce pour gérer ce type de tarifs qu'on est en train de mettre en place. Il se trouve que quand tu as un procès qui est instruit par l'Organisation mondiale du commerce, ça va systématiquement en appel. Maintenant,
l'appel ne fonctionne plus parce que les États-Unis ont systématiquement mis un veto sur tous les juges qui étaient désignés à la chambre d'appel. Donc, de fait, ils ont tué l'OMC. Donc maintenant, les États-Unis décident de manière unilatérale que ils vont bannir TikTok. Pourquoi? Parce que ça devient une énorme société commerciale qui a pris toute une jeune génération, et tu entends dire que c'est le nouveau média des jeunes. Jeune génération, 170 millions, c'est 50% de la population américaine. Hein. Et donc c'est un média étranger, donc du coup ils le font passer sur plein d'autres lois qu'ils ont inventées de protectionnisme. Il y en a une dont je vous parlais sur notre chat, qui s'appelle le Foreign Investment Risk Review Modernization Act, FIRMA, depuis 2019, qui interdit en fait les investissements chinois dans les boîtes américaines. Mais ici, on n'est pas sur une boîte américaine, on est une boîte de Singapour avec un patron de Singapour, on en a parlé la dernière fois, qui passe au Sénat 2 fois, qui dit « je suis singapourien, j'ai des salariés américains, etc. » On lui dit « mais vous êtes chinois !» Et ça, c'est du montage, Rodrigo. Tu vas pas me dire que t'es assez naïf pour pas comprendre que le Parti communiste, que Biden se pilote complètement le Parti communiste. D'ailleurs, au passage, le Parti communiste chinois est board member de Biden's. Je vais pas terminer mon propos. Ah bon? Donc on est dans l'enjeu il est pas commercial hein, pour moi. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit que commercial. C'est pas la question de savoir si TikTok est meilleur que Meta et que pour favoriser Meta on va interdire TikTok. Je pense qu'il y a un vrai enjeu d'intelligence, hein, enfin d'espionnage quoi. Et pas que, mais personne ne s'inquiète sur le fait que par exemple WhatsApp soit prédominant en Indonésie ou aux Philippines, Messenger. En fait, que les technologies américaines soient diffusées partout dans le monde et que les Américains aient accès à tout, parce qu'en fait, ils ont le droit, accès avec un subpoena, d'accéder à tout. Il y a que Apple qui refuse et encore, on sait pas trop ce qu'ils font. Mais aussi, c'est les Chinois qui le font. Donc, en fait, on est en train d'assister à une bataille entre des superpuissances qui nous font croire des trucs. Et c'est ça qui se passe. Non, mais ce que tu es en train de dire, je suis entièrement d'accord. Il y a une énorme hypocrisie américaine puisque eux font exactement la même chose, d'ailleurs avec l'Europe, hein, puisqu'en fait, on utilise toutes ces plateformes américaines. Sauf que l'État américain n'est pas actionnaire et au board de ces. Alors il y a le Patriot Act qui, en cas de terrorisme, et puis on sait très bien que la CIA certainement et certaines agences comme la NSA doivent récupérer certaines informations. Bien évidemment, on sait que l'espionnage américain utilise certainement ces datas-là, mais structurellement, on n'a pas l'État américain au board de Meta, alors que là, on a le Parti communiste chinois au board de Biden's, et que je pense qu'il y a une véritable menace pour les États-Unis, de leur ennemi héréditaire aujourd'hui qui est la Chine, de contrôler de l'information. Moi, je m'étais pas rendu compte de ça, mais effectivement, si tu as, par exemple, si tu arrives à croiser les datas comme le fait Meta ou Facebook sur TikTok, tu peux savoir exactement où est la femme de Biden en ce moment, où est-ce qu'est Jill. Parce qu'il suffit que sa nièce, sa petite fille utilise TikTok et donc si sa petite fille est là, il y a de grandes chances que Jill Biden soit là aussi. T'as une tas d'informations qui peuvent remonter au Parti communiste chinois et qui sont des informations qui avant étaient captées par des espions sur le territoire et maintenant ils ont plus besoin d'avoir d'espions sur le territoire, même s'ils en ont aussi énormément. La Chine, vous savez, je lisais une statistique incroyable. On parle beaucoup de l'immigration à la frontière du Mexique. Une grande partie de l'immigration de la frontière du Mexique, c'est pas des Mexicains, hein, c'est des Asiatiques. Hein. Il y a beaucoup de Chinois et les Chinois rentrent par la frontière du Mexique, notamment en Californie. Il y a et parmi ces gens-là, il y a des gens certainement qui sont des espions chinois et qui envahissent le territoire américain. Je pense qu'il y a une vraie guerre d'espionnage, ça c'est clair, et que c'est pour ça aujourd'hui que la Chambre et peut-être le Sénat. Alors le Sénat est un petit peu en retard par rapport à la Chambre. Le Sénat n'avait pas prévu. Hein. La Chambre va plus vite que le Sénat, donc il faut que ce soit voté à la Chambre et aussi au Sénat. Alors il y a de grandes chances que ce soit voté à la Chambre cette semaine. Pas sûr que ça passe au Sénat ensuite derrière. Angie, ton avis là-dessus, toi qui vis aux États-Unis. Ouais, moi c'est ça, j'allais dire en tant que résident aux États-Unis, déjà il faut remettre le truc, c'est que je pense TikTok en vrai, hein, c'est pas du tout une application qui sert la communauté américaine. Hein, d'ailleurs, tu parlais des gens qui savent pas placer une capitale européenne ou un pays africain sur la carte. Je pense que TikTok contribue à ça. Donc
pour moi, ça serait pas une grande perte de perdre TikTok, mais plus par rapport au débat qu'on a là. Déjà, il y a l'histoire de la réciprocité. Il faut pas oublier que en Chine, ça a été impossible pour Facebook, pour Apple, pour Google de se déployer, et c'est encore impossible. Enfin, même quand on est une boîte européenne, c'est très très compliqué de faire du business là-bas. Donc, pourquoi les États-Unis ne se mettraient pas ça en place? Et après, ensuite, en effet, il y a un sujet politique d'espionnage. On est en année d'élection. Clairement, il faudrait faire un sondage, j'ai pas les stats, mais il faudrait voir qu'est-ce que votent aujourd'hui les gens qui sont sur TikTok, mais surtout à quel point les gens sur TikTok sont influençables, parce qu'on est vraiment sur... C'est colossal. Parce que l'algorithme de TikTok, il n'est pas basé comme sur les autres algorithmes. En fait, TikTok décide de ce qu'il te montre. De ce qu'il va te montrer, exactement. Donc, visiblement, ce qu'ils font, c'est qu'ils analysent que si jamais, par exemple, tu es pas trop en faveur du gouvernement et de Biden, ils vont amplifier en fait ce truc-là et te passer du contenu contre Biden pour favoriser un Trump ou l'inverse. Hein, et bizarrement, Trump dit que maintenant c'est plus trop le problème d'interdire. Ah oui, c'est intéressant. Vous avez vu le changement là, le retournement de veste de Trump, parce que effectivement, Trump s'en était pris à TikTok quand il était président. Parce qu'il avait mené une guerre commerciale farouche contre la Chine, et une guerre politique et stratégique, et il avait demandé, alors ça n'avait pas marché pour des raisons légales, peut-être pour les mêmes raisons d'ailleurs qui fait que ça ne marchera pas non plus cette fois-là. Et là, on a posé la question à Trump, et c'est très drôle, il a complètement retourné sa veste, il a dit non mais en fait le problème c'est pas TikTok, l'ennemi du peuple américain c'est Meta, c'est Mark Zuckerberg, et en fait, je me suis trompé, c'est Meta qu'il faut bannir, c'est pas TikTok. C'est assez intéressant comme point de vue. Vous l'analysez comment ça? Enfin, je pense qu'il y a vraiment cette volonté de se placer du côté de l'opposition. Donc d'ailleurs, on voit Trump et les républicains en général surfent sur la vague anti-américaine, et c'est assez bizarre parce que ils sont en train de dire oui, mais pourquoi on embête les Russes, est-ce que on va pas aller faire une guerre avec les Russes, etc. Alors que dans l'histoire anticommunisme, etc. a été poussé plus par des républicains, et donc c'est fou. Moi je trouve qu'il y ait à ce point de divergence de point de vue en fonction qui est dans l'office et qui est pas dans l'office. Donc là en l'occurrence Trump et Biden vont être les deux candidats. Et donc, en fait, il est prêt à revenir sur des propos qu'il avait il y a 5 ans, juste pour se mettre en avant en vue des élections. Mais moi, mon analyse, c'est qu'il est prêt à s'associer à n'importe qui est contre Biden. Exactement. Donc, grosso modo, c'est ça. Et s'il faut s'associer avec le Parti communiste chinois, il est prêt à le faire, en fait, parce qu'il est dans une posture insurrectionnelle et d'opposition à la société woke qu'incarne Biden. Camille, tu voulais dire quelque chose? Je suis désolée de développer un point de vue franco-français, mais vous oubliez quand même que Facebook avait déjà fait Cambridge Analytica pour les élections, donc rien de nouveau sous le soleil, comme d'habitude. Deuxièmement, aujourd'hui, TikTok, il est utilisé pourquoi? C'est devenu le nouveau Google. La plupart des gens, aujourd'hui, quand ils cherchent un resto, quand ils cherchent un endroit, ils utilisent plus Google, ils utilisent TikTok. Donc voilà. Donc moi, j'avoue que pour moi, c'est un combat inutile, qui amuse bien les Américains et qui a l'air de vous amuser. Moi, le seul truc qui m'intéresse, c'est si jamais Biden s'est obligé de se séparer, qui va aller racheter TikTok? C'est ça qui m'intéresse, et là, les paris vont être assez rigolos. Et toi, tu ne vois pas la menace que représente TikTok pour la société américaine? Certainement. Bon, tu vis pas aux États-Unis, mais nous, moi et Angie, on la voit, la menace. Mais elle est réelle. Excuse-moi, mais Facebook, c'est autant la menace que TikTok. Je suis désolée. Vous avez l'impression que Facebook, c'est une boîte américaine. Mais est-ce que t'as C'est une boîte américaine, ça n'a strictement rien à voir. Il y a le Parti communiste chinois n'est pas au siège ne siège pas au bord de Facebook. Je vais te décevoir, Carlos. Qu'est-ce qui te dit que aujourd'hui, la plupart des ingénieurs chez Facebook, ils sont peut-être à la solde et ils sont bien mieux implantés que les mecs de TikTok et bien plus discrets. Ça, c'est évident. Vous oubliez que la plupart des boîtes américaines aujourd'hui elles sont déjà, quand tu as qu'une boîte, tu es 6 mois avant. Elles sont infiltrées. Donc franchement, pourquoi perdre autant de temps avec TikTok? Laissons les gens danser, faire des recherches ou faire des complots vaccins sur TikTok. Pourquoi on perd du temps? En fait, le vrai problème, c'est et là, le professeur, je regrette qu'il soit pas là. C'est comment est-ce que tu t'assures qu'une boîte, qu'elle soit chinoise, russe, française ou américaine, elle arrête de raconter des conneries et que les fake news, les deepfakes soient gérés. Franchement, qu'elle soit chinoise, c'est le dernier de mon souci. En fait, on se rend compte que la guerre économique que l'on faisait dans le temps
sur les territoires physiques. Quand les États-Unis disent à des pays membres de l'OTAN qu'il ferait mieux d'acheter des appareils américains, je parle de la Pologne, je parle de l'Italie, je parle de la Hongrie, plutôt que des appareils non américains, parce que sinon ça serait plus difficile de les défendre dans le cas de l'OTAN, eh ben, ils gagnent. Et ce débat-là se déplace petit à petit sur le cyberespace, sur le digital. On s'en rend pas compte. Personne ne s'inquiète qu'il y ait 3 milliards d'utilisateurs actifs par mois sur Facebook, 2 milliards par jour. Ça ne choque personne, mais TikTok, ça choque. On se rend compte qu'en fait, il y a une espèce de mammouth qui est apparu très très vite, plus rapidement que les autres, et on se déplace. Par ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu l'autre jour, mais les Russes ont intercepté une conversation entre 2 militaires allemands. Ils ont chopé 38 minutes sur WebEx, boîte américaine. Donc on se rend compte aussi qu'on est à poil, toute cette guerre. Vous avez peut-être vu également que la France est en train de recruter énormément de cyber-ingénieurs, je les appelais comme ça, pour la cybersécurité de la France. C'est un vrai sujet. Donc je serais d'accord avec Camille. Le débat n'est pas tant sur TikTok ou pas TikTok, parce qu'en fait, les deux côtés ont les mêmes armes. C'est sur comment est-ce qu'on se défend par rapport à eux. La Chine a une application qui s'appelle TikTok. Les États-Unis ont une super application qui s'appelle Facebook, Meta, avec Instagram, etc. Et nous, les Européens, on n'a rien. Hein. Bah, on a les cerveaux. On a les cerveaux, c'est tout ce qu'on a. On forme les cerveaux et après on les file aux autres. Non, mais les cerveaux, c'est de la matière première, c'est de la main-d'œuvre, quoi, en fait. Oui, non, mais je suis d'accord, mais si tous ces cerveaux arrêtaient de servir tous ces trucs-là, je veux te dire, on serait. Ce qui est quand même dommage, c'est qu'on a le truc qui est le plus dur à trouver, à faire, et en plus on le paye avec nos impôts. C'est tous ces cerveaux. Mais alors ça, c'est une vision très française. On en a pas beaucoup, hein. C'est une vision très française. Les Français sont tellement certains qu'ils sont plus intelligents que les autres, qu'ils pensent qu'il n'y a que des cerveaux en France. C'est pas ce que je suis désolé, le cerveau chinois, il marche très bien. Le cerveau américain, et ils sont 3 milliards. Tu vois, donc il y a beaucoup plus de cerveaux. On a de très bons cerveaux en France, c'est clair, mais en nombre, il y en a beaucoup plus en Chine, en Inde, aux États-Unis et dans d'autres pays. Hein. Donc il faut arrêter ce délire de masturbation française, de se dire qu'on est les plus intelligents du monde, hein, et que c'est bien dommage de voir nos cerveaux aller servir des causes étrangères comme les Américains, parce que on n'est pas les seuls à avoir des cerveaux sur Terre, et que 2, ces cerveaux-là, on n'est pas capable de les garder sur notre territoire parce qu'on n'a rien à leur proposer à part un poste au CNRS, quoi, en fait, où ils vont finir avec un baise en ville, une pipe et une barbe collier, quoi, en fait, quoi. Grosso modo, c'est à peu près ça le projet qu'on leur propose, hein, à ces cerveaux en France. Quelle indignité. Sans prendre parti, Carlos, ton hypothèse de travail est que le Parti communiste chinois est le pire ennemi de l'humanité. Et je ne suis pas sûr que tu puisses affirmer cela aux 8 milliards et quelques de personnes sur Terre. Le Parti communiste chinois a sorti de pauvreté sur ces 20 dernières années des centaines de millions de personnes. La manière de fonctionner de l'Asie, et tu sais, moi j'ai grandi 14 ans en Asie, est différente de la manière de fonctionner des Américains. Et comme tu le sais aussi, je viens d'Amérique latine, et se faire envoyer des militaires financés par l'administration américaine sous Nixon, Kissinger, et dans plein d'autres endroits où les Américains interviennent comme des cow-boys pour changer la démocratie, pour satisfaire leurs intérêts, ne milite pas pour une vision américaine du monde. Le soft power de la culture américaine que l'on a partout dans le monde, où tout le monde a des baskets, des jeans et mange des burgers, ça appauvrit nos cultures. Si tu regardes, ne serait-ce que les photos de certains photographes qui font le tour de la Terre et qui te montrent, je sais pas moi, les costumes folkloriques de l'Ouzbékistan, des choses qu'on fait au Bhoutan, des choses qu'on fait au Kenya. Est-ce que l'on veut une uniformisation du monde? Le vrai débat... Non, bien sûr que non. Et l'intelligence artificielle, elle participe aussi. Le vrai débat est une uniformisation de la culture. Et qu'on a laissé émerger 7 sociétés côté américain, 3 ou 4 côté chinois, qui ont un pouvoir formidable, qui atteignent plus de personnes que n'importe quel autre État sur Terre. Quand tu disais 3 milliards par mois ou 2 milliards par jour pour un Meta, il n'y a aucun pays qui a ça. La Chine, c'est 1 milliard, l'Inde, c'est 1,4 milliard. La Chine, c'est 1,2 milliard de personnes. Et d'ailleurs, l'Inde a interdit TikTok, hein. Et personne ne les contrôle. Ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est ça plutôt de se dire comment est-ce qu'on a laissé se développer toutes ces sociétés sans aucun contrôle démocratique de leur manière de fonctionner. La différence, juste, je suis entièrement d'accord avec ton analyse, et je la trouve très pertinente, Rodrigo. La seule différence, c'est que la société américaine est encore une démocratie. Et que c'est pas le cas de la société. Pas sous Trump.
Trump, il a été élu démocratiquement. Oui. Ok. Il a été remplacé démocratiquement. Le vote de Biden n'est pas un vote qui a été volé. Il a essayé de renverser ce vote. Il n'y est pas arrivé. Ok. Et il se représente aujourd'hui en tant que candidat à des élections qui, je pense, sont encore démocratiques. Et ça, c'est pas le cas aujourd'hui en Chine. Moi, j'écoute tout ce que tu dis, mais la différence, c'est que j'ai encore confiance dans la démocratie, pas dans les États-Unis. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Les États-Unis sont en train de reprocher à la Chine, à travers TikTok, de faire quelque chose que eux-mêmes font de façon globale partout ailleurs, et qu'il y a une forme d'hypocrisie là-dessus. Je suis entièrement d'accord avec toi. Go yourself. Alors, Bitcoin, NJ, on en est à combien là? On est le 11 mars, il est 1h32 à San Francisco. 72 235 selon l'Apple Watch. Camille, qu'est-ce qui se passe? Explique-nous pourquoi le Bitcoin est en train de s'envoler en ce moment. Alors, je vais revenir très rapidement sur l'histoire du Bitcoin. C'était une tentative de faire une monnaie fiduciaire opposée aux monnaies classiques comme le dollar, en faisant une tentative décentralisée en se disant c'est la fin de la planche à billets, c'est une monnaie déflationniste, c'est-à-dire qu'on peut pas en créer de façon illimitée puisqu'elle est minée. C'est avec des fameuses récompenses qui sont versées. Elle est frappée, c'est ça, comme on frappe de la monnaie. Et tous les 4 ans, il y a un phénomène qui s'appelle le halving, qui fait que la récompense est moins grande que juste avant. C'est un actif aussi qui, globalement, moi je viens de la finance traditionnelle, a été haï pendant une bonne décennie. En clair, si un trader n'avait ne prononçait le mot Bitcoin, il était sorti de la salle. Donc, la plupart des banques traditionnelles et des investisseurs ne se sont jamais intéressés à cet actif parce qu'ils savaient que c'était trop dangereux. Ils allaient perdre leur boulot et à l'époque, les actions rapportaient. Donc, il y a un vrai manque d'éducation sur l'ensemble des institutions. Puis, il y a eu plein de scandales en 2022. Des scandales qui sont très classiques dans la banque traditionnelle, voilà. Il y a eu tous les problèmes de jeunesse d'une monnaie, donc c'est-à-dire pas de KYC, on respecte pas les règles des embargos. Puis après, il y a eu les régulations. Et l'année 2023, c'était une année un peu de rétablissement, c'est-à-dire que on a commencé l'année avec un Bitcoin dans les choux, je crois qu'on était à $18,000, et pour terminer l'année sur un 50 000, on va dire. Et donc là, 2024, miracle. La beauté, le truc qu'attendaient tous les investisseurs, c'était de passer du Bitcoin. C'est compliqué d'acheter, c'est compliqué de garder, il y a des acteurs pas connus. Un wallet, machin. C'est ça, voilà. Je vais voir mon broker préféré et il va me vendre un ETF que je vais mettre dans mon 401k. Explique ce que c'est qu'un ETF. Alors, un ETF, c'est un produit financier qui réplique tout simplement la performance du Bitcoin sans toutes les emmerdes, si je peux me permettre, et qui va être géré par une banque traditionnelle. Alors, donc du coup, aux États-Unis, les gens qui avaient tenté le wallet en se disant voilà, mais ils se disent j'ai oublié ma seed phrase, je l'ai mis dans un exchange qui est pas sérieux. Ils sont sortis de tout ça, ils sont revenus. Type FTX et j'ai perdu tout et j'ai tout perdu, quoi. C'est ça, ou Celsius, ouais. Et donc ils sont partis, ils ont été voir BlackRock, qui est leur dealer d'ETF préféré dans le monde des actions, pour leur acheter un ETF Bitcoin. Alors ça, du coup, ça fait forcément une forte demande. Dans le même temps, faut voir quelque chose, c'est que aujourd'hui on crée à peu près 900 bitcoins par jour et on en a besoin de 11 000 pour faire face à la demande des ETF. Donc pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que des gens qui ont des bitcoins, comme ça ne se crée pas magiquement comme la monnaie, décident de les donner à ces acteurs, de vendre, ou justement, c'est là où il y a un nouveau business qui est en train de se développer, c'est que quand tu veux pas vendre ton action, ton bitcoin parce que tu voudrais le garder, parce que fiscalement ça va être compliqué, tu le prêtes et donc tu vas être rémunéré pour ça, et donc tu vas voir que dans les mois à venir, la rémunération en collatéral des bitcoins va exploser. Ça veut dire que ça va être presque plus intéressant de le prêter que de le vendre. Il faut expliquer aussi sur le halving. Tu disais que les mineurs vont avoir moins d'intérêt à faire des bitcoins. C'est pas simplement ça, c'est que aujourd'hui on frappe 900 bitcoins par jour. On peut pas frapper plus de 900 bitcoins. Le smart contract, le protocole en fait Bitcoin ne permet pas de créer plus de 900 bitcoins par jour. Le halving va diviser par 2 ce nombre-là. Donc effectivement, tu as absolument raison. Les ETF font exploser la demande et l'offre, elle, va diviser par 2. Donc c'est logique que le prix aujourd'hui explose, puisqu'en fait on ne va pouvoir à partir du 18 avril que frapper
450 bitcoins au lieu de 900 par jour. Et effectivement, comme tu dis, c'est combien la demande aujourd'hui? Plus de 11 000. C'est ça, plus de 11 000 par jour et ça augmente chaque jour. Et puis, il faut pas oublier que le Bitcoin aujourd'hui est considéré comme le 9e largest asset dans le monde. Donc, le premier, c'est l'or. Le deuxième, c'est Microsoft. Ça va vous faire sourire. Apple, Saudi Aramco, Nvidia en 5e, 6e Amazon, 7e Alphabet. Le 8e, c'est l'argent. Et le 9e, c'est le Bitcoin. Donc, ça veut dire que ça a pris, ça s'est envolé tout d'un coup. Alors après, moi, je vais mettre des petits guillemets. Juste avant que tu mettes tes guillemets, Camille, je vais regarder mon calendrier. Le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, j'ai déjeuné avec un copain à Paris qui est dans le Web3, il se reconnaîtra. Il me dit, ce jour-là, on était à 43 000. Il me dit, moi, si j'étais toi, il m'explique tout ce que Camille vient de m'expliquer, j'achèterais du Bitcoin parce que ça va vraiment monter. Je le revois la semaine dernière, c'était à 63. Il me dit, tu vois, je te l'avais dit. Et il me dit, moi, je prévois 100 000 avant l'été. Ceci n'est pas une recommandation, d'ailleurs, hein, pour everyone, disclaimer. Non, on fait pas de recommandations. On regarde les faits et on vous donne des anecdotes, etc. On n'est pas en train de vous dire d'aller acheter du Bitcoin. On est le 11 mars, ça fait 27 jours et le truc a augmenté de 80%. C'est n'importe quoi. Mais pour les raisons, non, mais c'est pour ça. On essaye d'expliquer. On n'est pas en train de dire allez acheter du Bitcoin parce que vous allez devenir très riche. On essaye d'expliquer les raisons pourquoi est-ce que le Bitcoin est en train de. J'en ai pas acheté, moi. Camille, moi j'en ai acheté j'en ai acheté, mais en fait quand il s'est complètement cassé la gueule, j'en ai aussi racheté à 34. Je suis très très content. Ouais. Et donc là, je suis très content et je suis assez d'accord avec toi, Rodrigo. Et je sais pas avec qui tu parlais cette semaine, mais moi je suis assez d'accord sur le fait que je pense que le Bitcoin va atteindre les 100 000 $ très 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 rapidement. Ça, c'est évident. Parce que mathématiquement, sur les bases des faits de ce qu'on est en train de dire là, je pense qu'on a atteint un Bitcoin qui a démontré depuis de nombreuses années qu'il était impossible de tuer Bitcoin. Maintenant, c'est absolument évident. C'est-à-dire que ce truc résiste à peu près à tout, parce que c'est pas la première crise qu'a vécu le Bitcoin. Je ne vois pas comment est-ce que le Bitcoin peut mourir après tout ce qu'il a vécu, et qu'aujourd'hui, ces ETF créent une demande colossale, institutionnalisée, qui fait que, oui, le prix va augmenter. L'économiste Camille me corrigera peut-être, mais le Bitcoin a de la valeur parce qu'on lui donne de la valeur. C'est corrélé à rien, en fait, hein. Oui, mais tout est comme ça, n'importe quoi. Quand tu achètes du Apple, c'est pareil, quoi, en fait, quoi. Il y a quelque chose que vous oubliez. C'est qu'aujourd'hui, le marché du Bitcoin explose parce qu'il y a une demande aux États-Unis. Sauf que ce produit n'est achetable uniquement par des Américains aux États-Unis. Une fois que les Américains auront acheté tout leur Bitcoin, et que, on rappelle hein, aujourd'hui, l'ensemble de l'économie est dans un moment d'euphorie globale. Donc l'or n'a jamais été aussi haut, les actions n'ont jamais été aussi haut, les 7 magnifiques dont on parle tout le temps. Donc là, globalement, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je rappelle qu'aux États-Unis, et qui est un peu la même chose qui arrive en Chine, il y a une petite crise qui devrait débarquer, c'est rien que sur les locaux commerciaux. Moi, on va dire que si jamais les États-Unis ont ne serait-ce qu'un OK, la demande de Bitcoin va du coup s'arrêter, sachant qu'aucun autre pays européen peut acheter ces ETF Bitcoin, puisque ces produits ne sont pas disponibles dans d'autres pays. Donc là, l'Angleterre vient d'ouvrir la porte en disant si vous vouliez lancer un ETF Bitcoin, on serait pas contre au 2e trimestre, donc avant, en clair, septembre, on va dire au mieux. Donc là, en fait, la demande, elle est basée uniquement sur la demande d'un seul pays. Si ce pays hoquette, pour une raison... Mais pas n'importe quel pays, on n'est pas en train de parler de l'Argentine hein, ou du Salvador. Hein, oui, d'accord, sauf que les Américains étant endettés de façon colossale sur leur carte bleue, à partir du moment... à partir du moment où l'économie s'effondre, l'économie s'effondre. Juste pour rappel, dès que il y a eu des problèmes économiques pendant le Covid, qu'est-ce qu'ont fait les gens? D'abord, ils ont vendu leurs montres, d'accord? Puis après, ils ont vendu leur carte Tamagotchi. Puis après, ils ont commencé à prêter des bitcoins pour avoir des dollars et payer leurs factures. Donc, si jamais la chose se reproduirait, je pense que les Américains ayant des bitcoins, ils vont commencer à les prêter pour essayer d'avoir du cash et rembourser leurs dettes. Et en fait, à un moment donné, tu as une partie de la population qui peut se permettre d'attendre et tu as une autre partie qui ne pourra pas se permettre d'attendre et qui va vendre ses bitcoins à la perte ou qui va se faire exécuter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du leverage. Donc moi, je veux juste dire, à un moment donné, je dis pas que le bitcoin va s'effondrer tout de suite. Je dis juste qu'il y a qu'un seul pays qui pousse la demande. Les autres pays ont pas vraiment bougé et de toute façon n'ont pas le droit d'acheter l'ETF bitcoin. Moi, je crois beaucoup au concept initial du bitcoin. La technologie, elle est super intéressante. Et de toute façon, en effet, il y en a que 21 millions. Il y en aura que 21 millions. On dit qu'il y en a peut-être 3 millions qui sont déjà brûlés dans des wallets qu'on pourra jamais retrouver.
Mais les mecs ont perdu la clé, quoi. C'est les ça. mecs Quoi. ont perdu la C'est pour clé ça. en fees, en ce que tu veux. Donc il y en aura pas assez. Donc si juste, je sais plus combien de millionnaires dans le monde, mais si juste 42 millions. Voilà. Donc si chaque millionnaire veut au moins un Bitcoin, à combien ils sont prêts de l'acheter. Entièrement d'accord. Donc il y a aussi une question de statut, d'avoir un Bitcoin entier. Après bien sûr il y a les sats. Mais moi j'ai envie de parler parce que je suis très en général, donc tu vas être déçu Carlos, mais je suis très bullish, je suis très Bitcoin to the moon, mais j'ai 5 points que je vais itérer très rapidement, que je vais donner très rapidement, de pourquoi aussi le Bitcoin est risqué. Et c'est pour ça que c'est très difficile de dire est-ce qu'il ira à 100K sur ce run actuel ou est-ce qu'il ira à 100K dans 3 ans. Et dans tous les cas, il faut être prêt à ce que le Bitcoin aille à zéro. Et là où je suis pas d'accord avec toi, Carlos, zéro. Ouais, pour moi, il y a toujours une probabilité que le Bitcoin aille à zéro. Pour 5 points. Première, c'est la concentration de la richesse. En fait, c'est l'idée même du Bitcoin, c'était justement d'éviter l'extrême concentration. Et aujourd'hui, on voit que plus le Bitcoin augmente, plus le nombre de wallets qui détiennent un Bitcoin entier diminue. Donc ça, c'est philosophiquement un mauvais point pour Bitcoin. La deuxième chose, c'est ce que disait Camille. Et par quoi est arrivée la bulle de 2008? Les produits dérivés. Merci les grandes banques de faire des produits bizarres, type subprime. Là, les ETF, attention aux ETF, parce que toutes les banques qui font de l'ETF disent qu'elles achètent la proportion de Bitcoin qu'elles vendent, mais comme le dit Camille, il va y avoir des produits qui vont être qui vont se fabriquer par-dessus. Pour pouvoir avoir du prêt dessus. Et là, en effet, ça peut devenir très compliqué. Troisième point, on est toujours dans l'inconnu sur sa vraie gouvernance et surtout qui est le créateur du Bitcoin. Si c'est Kim Jong-il ou Kim Jong-un ou Kim Jong-2, je sais pas le nom du truc. Eh ben, Mais je l'ai entendu cette rumeur. On va tous moins rigoler si c'est. Mais j'ai entendu cette rumeur que effectivement quelqu'un allait révéler qui était véritablement l'auteur du Bitcoin et que quand on saurait qui est en fait le créateur du Bitcoin, tout le monde les vendra. Mais c'est un vrai risque. J'ai entendu cette rumeur. C'est pas voilà. Et je monte en puissance dans mes risques. Après, je pense que c'est du lobbying. Peut-être. Et après, il y a le risque des ordinateurs quantiques pour les clés privées. Donc, pour rappel, les clés privées sont générées, c'est un algorithme, en fait, qui génère des clés de hachage pour éviter que quelqu'un d'extérieur ait accès à votre clé. Les ordinateurs quantiques arrivent, ils sont déjà en possession des armées et c'est pas dit que toutes les clés des wallets actuelles résistent au calcul quantique. Donc ça, petit risque technique, mais surtout pour moi le risque de hold-up là. Ouais, de hold-up. En fait, c'est que comme on va aller au temps de la conquête de l'Ouest où on voyait les mecs débarquer dans la banque avec 2 pistolets et piquer tout ce qu'il y avait dans la banque. Cinquième point, donc c'est plus un point d'observation parce que ça fait un moment que je traîne dans l'écosystème crypto et en fait à chaque cycle on remarque qu'il y a des personnes, enfin la plupart des personnes ont un objectif de sortie du Bitcoin à un prix spécifique. Donc moi je me rappelle en 2013, les gens étaient excités quand ça allait à 1000. Il y a beaucoup de gens qui ont vendu. Et ensuite nouvelle boucle à 10 000, à 20 000. Donc là on parle de 100 000. Et en fait le problème de ça, ça met en avant un point super important, c'est que les gens veulent du vrai, la vraie monnaie, du vrai dollar, du vrai euro pour aller acheter leur maison, acheter leur voiture, faire des voyages. Et je pense que tant qu'on n'aura pas passé ce cap, le Bitcoin aura toujours ce risque d'aller à zéro. Donc voilà, c'était mes points et en tout cas, super intéressant. Je reste convaincu qu'on peut aller à 100K par contre, si c'est ça la question. Mais écoutez, investissez, faites ce que vous voulez. En fait, nous, on vous donne aucun conseil ici. On en parle parce que c'est d'actualité et qu'il se passe des choses et qu'il y a des mouvements là-dessus. Et bonne chance. Ne suivez pas ce que les gens vous disent. Allez vérifier par vous-même. Allez comprendre comment ça marche. Il n'y a rien de mieux dans la vie. Yes. Faites votre do your own research, comme on dit ici aux États-Unis. Allez, je vous remercie pour cette conversation. C'était super. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Hasta luego, amigos.